Un homme riche maltraite le cheval d'un charretier, mais se repent lorsque l'animal révèle un secret ancestral. Des destins entrelacés dans une histoire d'humilité et de rédemption qui transformera leur vie. Le cheval, plus sage que son agresseur, offre une leçon de respect que personne n'oubliera. Un voyage émotionnel de transformation qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez cette vidéo. Le soleil se levait paresseusement sur Val-Fleury, peignant d'or les rues pavées qui serpentaient entre les maisons aux façades colorées. C'était un de ces endroits que le temps semblait avoir oublié, où l'arôme du café frais se mêlait à l'odeur de la terre mouillée et le bruit des sabots des chevaux rythmait les matins. L'horloge de l'église paroissiale venait d'annoncer 6 heures lorsque le père Jérôme, comme tout le monde l'appelait, conduisait déjà sa vieille charrette dans les rues étroites. À ses côtés, Tonnerre, un cheval pie à la robe brune et aux taches blanches, avançait d'un pas cadencé, connaissant par cœur chaque coin de rue, chaque client, chaque arrêt. En ce matin spécial de début de printemps, la ville était plus animée que d'habitude. La traditionnelle fête des récoltes commencerait dans quelques heures, et les familles se préparaient à célébrer une nouvelle année d'abondance dans les champs qui entouraient la commune. Le père Jérôme et Tonnerre poursuivaient leur routine quotidienne de livraison, apportant des légumes frais, du lait et des œufs au foyer, qui dépendaient de ce service simple mais essentiel. « Allons, mon vieux », murmura Jérôme, caressant la crinière de l'animal tandis qu'il s'arrêtait devant la boulangerie du père Manuel. « Aujourd'hui, le travail se termine plus tôt. Nous méritons aussi un peu de fête, n'est-ce pas ?» Tonnerre répondit par un hennissement doux, comme s'il comprenait chaque mot. Le lien entre eux transcendait la simple relation entre l'homme et l'animal de travail. Ils étaient des compagnons de route, dépendant l'un de l'autre dans une symbiose parfaite construite au fil de 12 années. Ensemble, ils avaient affronté les sécheresses, les inondations, les difficultés financières et les changements inévitables que même une petite ville comme Val-Fleury subissait occasionnellement. La tranquillité de ce matin fut cependant brusquement interrompue par le rugissement agressif d'un moteur puissant. Un SUV noir aux vitres teintées, aussi déplacé dans ce décor qu'un poisson dans le désert, avançait avec impatience dans la rue étroite, klaxonnant insiste derrière la charrette du père Jérôme. Le véhicule semblait vouloir engloutir l'espace, imposant sa présence métallique dans le rythme paisible de la petite ville. Jérôme signala qu'il s'écarterait dès que possible, mais la rue étroite n'offrait pas beaucoup d'espace pour les manœuvres. Tonnerre, sentant l'agitation soudaine, bougea nerveusement, bloquant involontairement encore plus le passage. C'est alors que la portière du SUV s'ouvrit violemment et qu'un homme en costume coûteux et à l'allure urbaine en émergea, le visage tordu par une grimace d'irritation. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire ? Sortez-moi cette antiquité de charrette de devant !» vociféra l'inconnu, gesticulant dramatiquement avec des mains soignées qui n'avaient jamais connu le travail pénible. « Juste un instant, monsieur. Nous nous retirons déjà », répondit Jérôme avec le calme de ceux qui connaissent la valeur de la patience. « Tonnerre, allons-y, mon ami. » L'homme cependant n'était pas disposé à attendre. D'un pas déterminé, il s'approcha de la charrette, et dans un geste qui glaça le sang de tous les présents en ce matin de fête, frappa violemment le flanc de Tonnerre avec sa serviette en cuir italien. Le claquement sec de l'impact résonna dans la rue comme un coup de feu, suivi du hennissement effrayé et douloureux de l'animal. « Dégagez de là, bête stupide !» cria-t-il, assénant un deuxième coup tandis que les quelques piétons regardaient avec horreur. Tonnerre se cabra, effrayé et confus, manquant de renverser la charrette. Le père Jérôme, avec une agilité surprenante pour ses 72 ans, tint fermement les rênes, calmant l'animal avec des paroles douces. Ses yeux, cependant, brûlaient d'une indignation rarement vue chez cet homme au tempérament serein. « Vous ne pouvez pas faire ça !» intervint une jeune femme qui assistait à la scène depuis le trottoir. « Cet animal ne vous a rien fait !» L'agresseur ajusta son veston coûteux, indifférent au petit drame qu'il avait créé. Son regard parcourut la rue comme s'il évaluait un terrain à acheter, sans se connecter véritablement à aucun des visages qui le regardaient avec réprobation. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Le temps, c'est de l'argent, et les gens comme moi ne peuvent pas attendre pour ça, gesticula-t-il en direction de la charrette avec dédain.
Cet endroit a urgemment besoin d'entrer dans le 21e siècle. Il retourna à son véhicule luxueux, et dès que Jérôme réussit à conduire Tonnerre sur le côté, il accéléra brusquement, laissant derrière lui un nuage de poussière et d'indignation. Ce que personne ne remarqua à ce moment-là, c'est le regard que Tonnerre lança au véhicule qui s'éloignait. Un regard presque humain dans son intensité, comme s'il gravait dans sa mémoire non seulement l'offense, mais l'offenseur. L'incident se répandit rapidement dans la petite Valfleurie, courant de bouche à oreille, jusqu'à atteindre les préparatifs de la fête sur la place centrale. C'était cet homme d'affaires parisien, disait-on, celui qui a acheté le domaine de la colline pour construire je ne sais quoi. Les informations étaient vagues, mais le sentiment était clair. Un étranger était arrivé, manquant de respect non seulement à l'un des habitants les plus appréciés de la ville, mais aussi aux valeurs qui soutenaient cette communauté. Robert Dubois, l'homme du SUV, ne pouvait pas être moins préoccupé par l'impression qu'il avait causée. Logé dans l'ancienne maison de maître du domaine de la colline, propriété qu'il avait acquise pour une fraction de sa valeur réelle, grâce à des manœuvres juridiques douteuses, il observait l'horizon avec la satisfaction de celui qui voit des opportunités là où les autres ne voient que du paysage. « Cet endroit est un diamant brut », commenta-t-il avec son assistant tandis qu'ils examinaient des plans et des projets étalés sur une table improvisée. « J'ai acheté pour presque rien, et, dans 2 ans, nous transformerons ce trou perdu en un complexe touristique et résidentiel qui triplera mon investissement. » Richard, son assistant et avocat, acquiesça automatiquement. Habitué au tempérament volatile de son patron, il savait que les désaccords étaient rarement bienvenus. Les projets sont prêts, et les permis environnementaux préliminaires approuvés. Nous devons seulement finaliser quelques détails avec la mairie, informa-t-il, consultant sa tablette. Il y a cependant une petite complication avec une partie du terrain où nous prévoyons de construire le centre commercial. Apparemment, il existe des histoires locales selon lesquelles la zone serait. « Ne me racontez pas d'histoires locales », coupa Robert, impatient. « J'ai légalement acheté cette propriété et j'ai tous les documents nécessaires. Si un campagnard pense qu'il va entraver mes plans avec des légendes ou des superstitions, il se trompe lourdement. » Ce que Robert Dubois ignorait, tandis qu'il méprisait avec arrogance les traditions locales, c'est que certains lieux gardent des histoires plus profondes que n'importe quel acte notarié, et que certaines connexions, comme celle qui unissait, le père Jérôme et Tonnerre, possédèrent des racines qui atteignaient des dimensions que des hommes comme lui, obsédés par le profit rapide, ne comprendraient jamais. Dans les semaines qui suivirent, tandis que les effets de l'incident de la fête des récoltes se diluaient lentement dans la routine de la ville, quelque chose d'étrange commença à se produire. Tonnerre, toujours docile et prévisible dans ses trajets, se mit à manifester un comportement inexplicable. Chaque fois que le père Jérôme essayait de passer par la route qui longeait le domaine de la colline, chemin nécessaire pour livrer des produits dans les fermes les plus éloignées, l'animal refusait simplement de continuer. Au début, Jérôme attribua ce comportement au traumatisme subi. « Il doit associer l'endroit à cet homme terrible », expliqua-t-il à sa fille Marianne, venue de Paris pour lui rendre visite après avoir appris l'incident. Les animaux ont de la mémoire pour ces choses. Cependant, la situation empira avec le temps. Tonnerre non seulement refusait de passer par l'endroit, il manifestait une agitation hors du commun, hennissant désespérément, se cabrant et même suant à froid lorsqu'il était forcé de s'approcher de cette propriété spécifique. Pour un animal normalement si calme, c'était complètement atypique. « Papa, ce n'est pas normal », insista Marianne après avoir assisté à l'une de ces crises. « Peut-être devrions-nous consulter le docteur Durand. » Le docteur Paul Durand était le vétérinaire local, formé à Paris mais né et élevé à Valfleury. Il connaissait chaque animal de la région et soignait Tonnerre depuis qu'il n'était qu'un poulain. Après un examen minutieux, sa conclusion fut déconcertante. Physiquement, il est parfaitement sain. Je ne vois aucune raison médicale à ce comportement. Et le traumatisme de l'incident ? Questionna Jérôme, inquiet. Le vétérinaire se gratta le menton, pensif. Cela pourrait expliquer une partie de la réaction, mais pas de manière aussi spécifique et intense. C'est presque comme s'il était, hésita-t-il, conscient du poids de ses prochaines paroles, en train de nous alerter sur quelque chose.
La suggestion flotta dans l'air du petit cabinet vétérinaire comme une présence invisible. Dans les petites villes comme Valfleury, où la limite entre le rationnel et le mystique s'estompait souvent, les histoires d'animaux qui pressentaient des catastrophes ou percevaient des choses au-delà de la compréhension humaine n'étaient pas rares. Pendant ce temps, au domaine de la colline, les travaux préliminaires avaient commencé. Des tracteurs et des excavatrices déchirèrent la terre rouge, préparant le terrain pour les fondations de l'ambitieux projet de Robert Dubois. L'homme d'affaires supervisait personnellement chaque étape, impatient d'accélérer un processus qui, à ses yeux, était déjà en retard. « Nous devons terminer cette phase avant les pluies d'été », ordonna-t-il à l'ingénieur responsable, ignorant les recommandations d'études plus approfondies du sol. Chaque jour d'arrêt est de l'argent gaspillé. C'est lors de l'une de ces visites, alors que Robert inspectait l'avancement dans le secteur ouest de la propriété, que se produisit le premier incident vraiment étrange. Le ciel, jusque-là parfaitement clair, s'assombrit soudainement. Un orage surgit de nulle part s'abattit sur la zone avec une fureur inhabituelle, forçant l'interruption des travaux. Le plus particulier, cependant, fut que la pluie semblait concentrée exclusivement sur le domaine de la colline, comme si une main invisible avait ouvert un robinet céleste précisément au-dessus de ce périmètre. La force de l'eau qui tomba en quelques heures suffit à créer de petits glissements de terrain, dont l'un fit tomber une partie du mur de la maison de maître, où Robert avait installé son bureau temporaire. Parmi les décombres, enveloppés dans du tissu ciré comme s'ils étaient délibérément cachés, se trouvaient des documents jaunis par le temps, d'anciens registres de la propriété, des cartes avec des marques incompréhensibles et des lettres écrites d'une écriture délicate datant du XIXe siècle. Robert, pragmatique comme toujours, prêta à peine attention au papier. Probablement des déchets historiques sans valeur, commenta-t-il, ordonnant qu'ils soient rangés quelque part. Richard, cependant, plus sensible aux implications de cette découverte, décida secrètement d'examiner les documents avec plus d'attention. Coïncidence, ou peut-être pas, c'est durant cette même semaine que Tonnerre intensifia encore son comportement erratique. Désormais, en plus de refuser de passer près de la propriété, l'animal commença à manifester un intérêt inhabituel pour un point spécifique près de la clôture qui délimitait la zone où seraient construites les fondations du centre commercial. À 3 reprises distinctes, lorsque Jérôme permit au cheval de paître librement à proximité, Tonnerre se dirigea exactement vers le même endroit et commença à creuser le sol avec ses sabots antérieurs, un comportement jamais observé auparavant. Ce fait curieux ne passa pas inaperçu aux habitants, surtout après que le père Jérôme lui-même mentionna l'affaire lors d'une réunion de l'association des petits producteurs ruraux. « Cet animal sait quelque chose que nous ignorons », commenta Madame Zulmira, une dame de 80 ans que tous respectaient pour sa sagesse. « Mon grand-père disait toujours que les chevaux voient ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. » Le commentaire mystique n'aurait été qu'une histoire folklorique locale de plus, sans ce qui arriva ensuite. Robert Dubois, confronté à des critiques croissantes de la communauté et préoccupé par les retards causés par des superstitions ridicules, comme il les définissait lui-même, décida qu'il était temps de supprimer ce qu'il considérait comme le principal obstacle à ses plans. La charrette antique qui rappelait quotidiennement aux habitants l'incident de la fête des récoltes. Un après-midi de mercredi, il gara son SUV devant la modeste maison du père Jérôme. Le contraste entre le véhicule luxueux et la résidence simple aux murs écaillés ne pouvait être plus grand, un microcosme de la disparité même que représentait sa présence dans cette communauté. « Je suis venu vous faire une proposition qui profitera à nous tous », annonça-t-il, dès que Jérôme le reçut dans la petite cour où quelques poules picoraient librement. Sans attendre d'être invité, il s'assit sur un banc de bois usé à l'ombre d'un manguier centenaire. « Je suis disposé à acheter votre cheval et votre charrette 20 fois leur valeur marchande. » Jérôme, qui jusque-là avait gardé une expression neutre, fronça les sourcils de confusion. « Acheter Tonnerre ? Mais pourquoi ?» Robert sourit, avec cette condescendance typique de ceux qui se considèrent supérieurs. « Pour moderniser votre travail, bien sûr. Avec l'argent que je vous offre, vous pouvez acheter une camionnette d'occasion en bon état.
Ce sera plus efficace, plus rapide et, franchement, plus digne pour un homme de votre âge. » Le vieux charretier resta silencieux quelques instants, observant ses mains calleuses posées sur ses genoux. Lorsqu'il releva finalement les yeux, il y avait une fermeté surprenante. « Je vous remercie de votre sollicitude, monsieur, mais Tonnerre n'est pas à vendre, ni à ce prix, ni à aucun prix. » Robert, peu habitué au refus, augmenta impulsivement l'offre. « Je double la valeur alors. C'est une occasion unique. »« Vous ne comprenez pas, » répondit Jérôme avec une dignité tranquille. « Tonnerre n'est pas un outil que je peux remplacer. Il est, » hésita-t-il, cherchant des mots pour exprimer un sentiment trop profond pour être facilement traduit. « Il est de la famille, et la famille n'a pas de prix. » L'homme d'affaires quitta la propriété visiblement irrité, mais son offre, et le refus de Jérôme, devinrent rapidement connus dans toute Valfleury. Ce que Robert voulait être, une transaction privée se transforma en un symbole public. L'argent contre les valeurs traditionnelles, le progrès imposé contre la résistance enracinée dans des liens plus profonds que toute logique purement économique ne pourrait justifier. L'affrontement silencieux entre l'homme d'affaires et le charretier prit une nouvelle dimension, lorsqu'une visiteuse inattendue arriva en ville. Hélène Ségur, archéologue à l'université régionale, avait été attirée par des rumeurs concernant de possibles vestiges historiques dans la région. Initialement sceptique, sa curiosité professionnelle fut immédiatement éveillée lorsqu'un habitant mentionna l'étrange comportement du cheval qui insistait pour creuser toujours au même endroit. Les animaux détectent souvent des changements dans le sol ou la composition chimique que nos sens ne perçoivent pas, expliqua-t-elle à la petite assemblée réunie au café de la place. Ce ne serait pas la première fois que des découvertes archéologiques importantes sont faites grâce au comportement inhabituel d'animaux. Avec la permission réticente de Robert Dubois, obtenue seulement après la mention de possibles implications légales, s'il empêchait une enquête préliminaire, et accompagné du père Jérôme et de Tonnerre, Hélène visita l'endroit qui intriguait tant l'animal. Équipé d'instruments de détection non invasifs, l'archéologue réalisa des tests préliminaires qui révélèrent quelque chose de surprenant. Il y avait indubitablement des structures artificielles enterrées à environ 2 mètres sous la surface. « Nous avons besoin de fouilles contrôlées pour confirmer, mais les données suggèrent la présence de fondations anciennes, » informa-t-elle, contenant à peine son excitation professionnelle. « De par la configuration et l'emplacement, mon hypothèse initiale est que nous pourrions être face à un quilombo. » Le mot tomba comme une bombe sur la communauté. Les quilombos, des établissements fondés par des esclaves fugitifs durant la période coloniale, étaient plus que de simples sites archéologiques. Ils représentaient un chapitre fondamental de la résistance noire au Brésil, des symboles de lutte pour la liberté et la dignité humaine. Pour de nombreuses familles locales, en particulier celles d'ascendance afro-brésilienne comme celle du père Jérôme, la possibilité de découvrir un quilombo sur leurs terres ancestrales représentait une reconnexion avec des racines longtemps obscurcies par l'histoire officielle. Ce n'était pas seulement une trouvaille scientifique, c'était la récupération d'une identité collective. Robert Dubois, cependant, voyait la situation sous un angle complètement différent. La découverte archéologique représentait des retards, des complications bureaucratiques et potentiellement la nécessité de redessiner tout son projet. Lors d'une réunion tendue avec ses avocats, sa frustration était palpable. C'est ridicule. Un tas de ruines sans valeur historique prouvée va empêcher un investissement de millions qui apporterait un progrès réel à cette ville oubliée. Ses avocats, plus prudents, expliquèrent la complexité de la situation. S'il est confirmé qu'il s'agit d'un quilombo, le site peut être déclaré patrimoine historique et culturel. Il existe des lois spécifiques protégeant ces sites. Les lois ont été faites pour être contournées, rétorqua Robert avec un sourire froid. Contactez nos relations au ministère régional de la culture. Nous avons besoin que tout processus de classement soit ralenti. Tandis que l'homme d'affaires mobilisait son arsenal d'influences politiques et économiques, quelque chose d'inattendu se produisait dans la communauté de Valfleury. La possible découverte archéologique avait éveillé un intérêt sans précédent pour l'histoire locale.
d'anciens habitants commencèrent à partager des histoires transmises de génération en génération sur des ancêtres qui auraient trouvé refuge dans les montagnes de la région durant la période esclavagiste. Dans l'un de ces cercles de conversation, organisés désormais presque quotidiennement sur la place centrale, Madame Zulmira surprit tout le monde avec une révélation. Mon arrière-grand-mère racontait qu'il existait une carte du Quilombo et d'une grotte où il gardait des objets sacrés apportés d'Afrique. La carte fut divisée en plusieurs parties et distribuée entre les familles fondatrices pour protéger le secret. Hélène, l'archéologue, fit immédiatement le lien avec les documents trouvés après le glissement de terrain dans le mur de la maison de maître. Serait-il possible que ces papiers? La réponse vint par Richard, l'assistant de Robert, qui avait secrètement examiné les documents anciens. Mu par une inquiétude éthique croissante quant aux méthodes de son patron, il décida de partager ses découvertes avec Hélène et un petit groupe d'habitants intéressés. Parmi les papiers trouvés, il y a effectivement des fragments de ce qui semble être une carte, confirma-t-il, montrant des photos qu'il avait prises discrètement. Et plus encore, il y a des correspondances qui mentionnent explicitement un accord pour cacher l'existence du Quilombo durant la période finale de l'esclavage. La tension dans la ville atteignit un point critique lorsque le ministère régional de la Culture annonça une audience publique pour discuter de l'avenir du site archéologique et du projet immobilier. L'événement, prévu pour se dérouler au gymnase de l'école municipale, attira pratiquement toute la population de Valfleury, ainsi que des représentants de la presse régionale et des militants de causes afro-descendantes des villes voisines. Robert Dubois arriva, affichant la confiance, entouré de son équipe juridique et technique. Son plan était simple, présenter un rapport commandé à des experts qui minimisaient l'importance historique de la trouvaille archéologique, tout en soulignant les avantages économiques de son entreprise pour la région. L'audience commença par des présentations techniques des deux côtés. Hélène exposa les résultats préliminaires des investigations archéologiques, désormais renforcées par la découverte des documents historiques. Robert, quant à lui, présenta son projet modifié, qui était censé préserver une partie de la zone archéologique, tout en développant le reste de la propriété. Lorsque vint le moment des interventions publiques, le père Jérôme, habituellement réservé et peu enclin aux expositions, surprit tout le monde en demandant la parole. S'appuyant sur sa canne de bois, le vieil homme charretier marcha lentement jusqu'au micro installé au centre du gymnase. « Je ne suis pas un homme instruit », commença-t-il d'une voix tremblante mais ferme. « Mais je sais reconnaître quand quelque chose de plus grand que nous tous est en jeu. Cette terre, pointa-t-il le sol sous ses pieds, n'est pas seulement un morceau de terre qui peut être acheté et vendu. C'est le sang et la sueur de ceux qui nous ont précédés. C'est notre histoire. » Un silence respectueux envahit l'atmosphère tandis que le vieil homme continuait, sa voix gagnant en force à chaque mot. Mon arrière-grand-père fut l'un des derniers nés dans ce Quilombo. Il me racontait des histoires que son père lui avait racontées, sur la façon dont cet endroit était sacré, comment il représentait non seulement un refuge, mais aussi l'espoir. L'espoir qu'un jour nous serions libres d'être qui nous sommes. Robert, visiblement impatient, se leva pour rétorquer. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. En se dirigeant vers le centre du gymnase, l'homme d'affaires chancela soudainement, portant la main à sa poitrine avec une expression de douleur intense. Avant que quelqu'un ne puisse réagir correctement, il s'effondra sur le sol, victime d'une crise cardiaque foudroyante. La confusion fut immédiate. Entre cris et agitation, le docteur Marc, le seul médecin de la ville, se fraya un chemin à travers la foule pour secourir l'homme d'affaires tombé. « Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement », déclara-t-il après une évaluation rapide. « Il est en train de faire un infarctus aigu. » Le problème était que l'hôpital le plus proche était à près d'1 heure de distance, et l'ambulance locale était sortie pour transporter un autre patient dans un état critique. L'hélicoptère de secours aéromédical régional mettrait au minimum 40 minutes pour arriver. Un temps que Robert n'avait peut-être pas. C'est dans ce moment chaotique que le père Jérôme, avec le calme de ceux qui ont déjà affronté de nombreuses tempêtes dans leur vie, fit un geste silencieux à son petit-fils Joachim. Le jeune homme comprit immédiatement, courant chercher Tonnerre et la charrette qui était attachée à l'extérieur du gymnase.
La charrette est le transport le plus rapide jusqu'au poste médical à l'entrée de la ville, expliqua Jérôme au médecin. Le docteur Marc pourra le stabiliser là-bas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. L'ironie de la situation n'échappa à personne. L'homme qui avait agressé le cheval pour l'avoir considéré comme un obstacle antique dépendait maintenant précisément de cet animal pour sa survie. Avec précaution, Robert fut placé dans la charrette avec le médecin à ses côtés surveillant ses signes vitaux. Lorsque Tonnerre fut conduit pour commencer le voyage de sauvetage, beaucoup observèrent avec appréhension. L'animal refuserait-il de transporter l'homme qui l'avait maltraité? À la stupéfaction générale, le cheval non seulement accepta la mission, mais partit au galop, à une vitesse rarement vue même à ses jours les plus vigoureux, comme s'il comprenait parfaitement l'urgence de la situation. Le trajet jusqu'au poste médical, habituellement parcouru en 15 minutes, fut bouclé en seulement 7. Cette vitesse, combinée aux premiers secours administrés par le docteur Marc, fut cruciale pour stabiliser Robert jusqu'à l'arrivée de l'ambulance qui le transporterait à l'hôpital régional. 2 semaines passèrent avant que Robert Dubois ne retourne à Valfleury. L'infarctus, bien que grave, n'avait pas été fatal grâce à l'intervention rapide. Cependant, les recommandations médicales étaient claires. Il aurait besoin d'un repos absolu pendant au moins 1 mois, loin du stress des activités entrepreneuriales. Contrairement aux attentes de tous, y compris celles de ses propres conseillers, Robert ne retourna pas dans son appartement luxueux à Paris. Au lieu de cela, il loua une maison simple à proximité de la place centrale de Valfleury. Interrogé sur cette décision inhabituelle, il offrit une explication pragmatique. L'air pur de la campagne aidera à ma guérison. La vérité, cependant, était plus complexe et difficilement admissible pour un homme comme lui. Durant les longues nuits à l'hôpital, tandis qu'il fixait le plafond stérile de sa chambre privée, Robert avait été forcé de faire face à quelque chose qu'il avait toujours évité, sa propre mortalité. L'argent, le pouvoir et l'influence qu'il avait accumulés au fil des décennies n'avaient pas empêché son cœur de défaillir, ni n'auraient sauvé sa vie sans l'intervention improbable d'un vieux charretier et de son cheval maltraité. Ce constat, en soi troublant pour quelqu'un qui avait construit toute son identité sur des fondations matérielles, fut amplifié par un rêve récurrent durant son hospitalisation. Dans celui-ci, Robert se voyait perdu dans un labyrinthe de tunnels, souterrains, poursuivi par des ombres indistinctes. La seule lumière provenait des yeux d'un cheval pie qui le guidait à travers l'obscurité, jusqu'à une clairière où des personnes de tous âges dansaient autour d'un feu de joie, leurs visages illuminés par une joie authentique qu'il n'avait jamais connue. Ces expériences oniriques, qu'il attribuait rationnellement aux médicaments, avaient néanmoins planté une graine d'inquiétude dans son esprit pragmatique. Il y avait quelque chose dans cette petite ville, quelque chose au-delà des opportunités d'investissement, qui l'intriguait profondément. Sa convalescence à Valfleury commença comme on pouvait s'y attendre. Isolé dans sa maison louée, répondant à des appels d'affaires et s'irritant de la connexion Internet instable de la région. Cependant, au fil des jours, Robert commença à développer une routine imprévue. Ses promenades matinales, initialement limitées à quelques minutes selon les recommandations médicales, s'étendirent progressivement, le conduisant de plus en plus loin dans le centre-ville. Lors de ces incursions, il découvrit la boulangerie du Père Manuel, où le pain était encore cuit au four à bois selon des recettes centenaires. Il visita le petit musée municipal improvisé dans l'ancienne gare ferroviaire, et inévitablement croisa plusieurs fois le père Jérôme et Tonnerre lors de leur livraison quotidienne. Les premières rencontres furent marquées par une gêne mutuelle. Robert, malgré son arrogance caractéristique, se sentait inconfortablement redevable au vieux charretier. Jérôme, quant à lui, gardait une politesse distante, sans montrer de ressentiment, mais aussi sans offrir l'hospitalité chaleureuse qu'il étendait habituellement à tous. C'est un vendredi après-midi, alors, que Robert observait distraitement la place depuis la fenêtre de sa chambre, qu'il remarqua une agitation inhabituelle. Des habitants de tous âges se rassemblaient sous les manguiers centenaires, portant des instruments de musique et des paniers de nourriture. Poussé par une curiosité sincère, il décida d'enquêter. « C'est la veillée musicale », expliqua,
timidement une fillette d'environ 10 ans, lorsqu'il s'approcha prudemment du rassemblement. « Ça a lieu tous les vendredis depuis toujours. Monsieur devrait rester, c'est joli. » Robert, qui dans d'autres circonstances aurait rejeté une telle invitation comme une perte de temps, se surprit à accepter d'un signe de tête hésitant. Il se positionna discrètement à la périphérie du cercle qui se formait, observant avec une fascination croissante le rituel communautaire qui se déroulait. De vieux joueurs de viol déchiffraient des mélodies anciennes qui parlèrent d'amour, de travail et de nature. Des jeunes se relayaient à la percussion improvisée sur des boîtes de conserve et des seaux. Les enfants dansaient librement au centre du cercle. Ce qui impressionna le plus Robert, cependant, fut l'authenticité des interactions, l'absence complète des masques sociaux qui dominaient les environnements d'entreprise qu'il fréquentait. Ici, paradoxalement, il se sentait à la fois un étranger complet et étrangement chez lui. Lorsque la nuit tomba et que des lanternes improvisées furent allumées, surprise, le père Jérôme, qui jusque-là n'avait fait qu'observer silencieusement, prit une viole des mains d'un jeune homme et, avec des doigts étonnamment agiles pour son âge, entama une ballade populaire qui parlait des montagnes qui entouraient la vallée de Valfleury. Sa voix rauque mais juste portait le poids de l'expérience et un lien viscéral avec la terre qu'il célébrait. Robert, éduqué dans des conservatoires de musique dans sa jeunesse avant d'abandonner l'art pour la promesse plus lucrative des affaires, reconnut quelque chose dans ces notes simples qui transcendaient la technique ou la théorie musicale. Il y avait une vérité émotionnelle qui le toucha inopinément, réveillant des souvenirs d'une époque où la vie semblait offrir des possibilités au-delà de l'accumulation matérielle. Ce ne fut que le premier de nombreux moments de redécouverte durant sa convalescence forcée. Progressivement, Robert commença à être intégré au quotidien de la ville. Non pas comme le puissant homme d'affaires arrivé pour moderniser l'endroit, mais comme un convalescent en quête de guérison, une vulnérabilité qui, ironiquement, ouvrit des portes que son argent et son influence ne réussiraient jamais à ouvrir. Il assista aux travaux communautaires pour la récolte dans les petites propriétés, où tous travaillaient aujourd'hui sur la terre d'un voisin qui demain rendrait l'appareil. Participa à un baptême où la communauté entière se réunit pour célébrer indépendamment des liens de sang avec l'enfant, et plus significativement commença à visiter régulièrement l'écurie modeste où Tonnerre restait lorsqu'il ne travaillait pas. Ces visites avaient initialement un caractère d'obligation morale, une façon de remercier l'animal qui avait par inadvertance sauvé sa vie. Robert apportait des carottes et des pommes, restant à une distance respectueuse, tandis que le cheval, toujours méfiant, acceptait les offrandes avec prudence. Le père Jérôme observait ces rencontres avec une expression indéchiffrable, n'intervenant que lorsque cela était nécessaire pour garantir la sécurité des deux. La transformation décisive se produisit à la fin juin, lorsqu'une nouvelle inattendue secoua Valfleury. Durant une recherche de routine dans les archives municipales, liée au processus de reconnaissance du Quilombo, furent découverts des documents qui jetaient de sérieux doutes sur la légitimité de la vente du domaine de la colline. Apparemment, une partie significative de la propriété, incluant justement la zone où se trouvait le Quilombo, appartenait légalement à des descendants des fondateurs originaux, parmi lesquels le père Jérôme. La révélation tomba comme une bombe sur les plans de Robert, invalidant potentiellement tout le projet dans lequel il avait investi des millions. Ses avocats suggérèrent immédiatement une stratégie agressive. Contester l'authenticité des documents, traîner l'affaire en justice pendant des années et, pendant ce temps, poursuivre les travaux dans les zones non contestées. C'est à ce moment critique, lorsque toutes ces tendances naturelles le poussaient à la confrontation, que Robert Dubois vécut quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une épiphanie, non pas au sens religieux, mais comme une clarté soudaine sur des vérités qui avaient toujours été devant lui, obscurcies par la brume de l'ambition. Lors d'une de ses promenades matinales désormais fréquentes, il se dirigea instinctivement vers l'écurie où Tonnerre se reposait. Le cheval, qui avait progressivement baissé ses défenses ces dernières semaines, s'approcha de la clôture sans l'hésitation habituelle. Pour la première fois, il permit à Robert de toucher sa crinière, établissant un contact qui semblait transcender les barrières entre espèces. Tandis qu'il caressait l'animal, Robert fut surpris par l'arrivée d'Hélène, l'archéologue,
qui apportait de nouvelles découvertes sur le Quilombo. « C'est extraordinaire », commenta-t-elle sans percevoir initialement l'intimité du moment qu'elle avait interrompu. « Nous avons trouvé des preuves que ce Quilombo n'était pas seulement un refuge, mais un centre de résistance culturelle. Ils ont maintenu vivantes des traditions africaines qui ont été systématiquement effacées ailleurs. » Robert, toujours absorbé par la connexion inattendue avec Tonnerre, posa une question qui surprit les deux. Et comment cela pourrait-il être préservé et partagé, non seulement comme une exposition dans un musée, mais comme quelque chose de vivant? Le ton sincère de la question, venant de l'homme, qui représentait jusqu'à récemment la plus grande menace pour ce patrimoine historique, laissa Hélène momentanément sans voix. Lorsqu'elle répondit, il y avait un nouveau respect dans sa voix. Avec le soutien adéquat, nous pourrions développer un centre culturel et éducatif, intégré à la communauté locale, un espace où les traditions pourraient être non seulement étudiées, mais pratiquées et transmises aux nouvelles générations. Cette conversation apparemment anodine planta une graine qui fleurirait dans les semaines suivantes. Robert, à la stupéfaction de ses conseillers et de la communauté elle-même, demanda une nouvelle audience publique. Cette fois, cependant, non pas pour défendre son projet initial, mais pour présenter une vision complètement remaniée. Dans le gymnase bondé, désormais sans l'attention hostile de la réunion précédente, Robert Dubois monta sur scène, transformé non seulement par l'expérience de sa quasi-mort ou par sa convalescence dans la petite ville, mais par une véritable reconnexion avec des valeurs qu'il avait abandonnées dans sa quête obstinée du succès matériel. « Quand je suis arrivé à Val-Fleury », commença-t-il, avec une humilité rarement associée à sa personnalité antérieure, « je n'ai vu qu'un endroit arriéré qui avait besoin d'être modernisé selon ma vision du progrès. Aujourd'hui, je comprends que la vraie croissance ne signifie pas effacer le passé, mais construire respectueusement sur ses fondations. » Le nouveau projet qu'il présenta surprit tout le monde. Au lieu du complexe commercial et résidentiel de luxe initialement prévu, il proposa une entreprise de tourisme durable et culturel. Le centre serait le Quilombo lui-même préservé, transformé en un musée vivant où les visiteurs pourraient non seulement en apprendre davantage sur l'histoire afro-brésilienne, mais expérimenter ses manifestations culturelles. Les zones agricoles vitales pour la communauté seraient préservées, avec des programmes de soutien technique pour les petits producteurs locaux. Plus surprenante encore fut sa proposition de partenariat. Au lieu de contester la découverte, concernant la propriété partielle du père Jérôme et d'autres descendants, il offrit de transformer légalement l'entreprise en une coopérative, où les propriétaires originaux auraient une participation significative aux bénéfices et aux décisions. « Ce n'est plus mon projet imposé à votre communauté », conclut-il, regardant directement le père Jérôme au premier rang. « C'est notre opportunité de construire quelque chose qui honore le passé, tout en ouvrant des voies pour l'avenir. » La transformation de Robert Dubois, d'antagoniste insensible à partenaire respectueux, s'acheva symboliquement 1 an après son arrivée orageuse en ville. Lors de la nouvelle fête des récoltes, il surprit tout le monde en arrivant non pas dans son SUV importé, mais conduisant une charrette restaurée, aux côtés du père Jérôme. Le moment le plus significatif, cependant, se produisit durant la traditionnelle cavalcade qui ouvrait les festivités. À la stupéfaction générale, ce fut Tonnerre que Robert monta. Le même animal qu'il avait maltraité 1 an auparavant l'acceptait désormais comme un ami. L'image de l'homme d'affaires citadin et du cheval endurci par le travail, avançant ensemble sous le soleil doré du soir, capturait parfaitement le voyage de transformation que tous deux avaient parcouru. Cette histoire, qui s'est déroulée sur exactement 1 an à Val-Fleury, ne portait pas seulement sur un homme apprenant des valeurs que l'argent ne peut acheter. Elle portait sur une communauté qui, en défendant ses racines, a trouvé un chemin pour grandir sans se déraciner. Sur un animal qui, dans sa simplicité instinctive, est devenu le catalyseur de profonds changements humains. Et, peut-être, plus important encore, sur la possibilité toujours présente de rédemption et de recommencement, même pour ceux qui semblent les moins susceptibles de changer. Tandis que le soleil se couchait sur cette fête des récoltes renouvelées,
avec des musiques anciennes et nouvelles s'entremêlant dans l'air parfumé par les aliments traditionnels, la leçon la plus profonde résonnait silencieusement. Le véritable progrès ne consiste pas à remplacer l'ancien par le nouveau, mais à permettre aux deux de coexister en harmonie respectueuse, chacun enrichissant l'autre de sa sagesse unique. Une leçon qu'un simple cheval de charrette, dans sa dignité silencieuse, avait enseignée à tous, en particulier à l'homme qu'il avait autrefois considéré comme trop obsolète pour mériter le respect.